Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego Dev Talks, on parle de sécurité. C'est un concept qui est assez large, donc on a choisi de l'aborder sous l'angle de l'automatisation des processus de sécurité dans le cadre du développement d'un produit numérique. Je reçois Jean-Philippe Couture et Joey Bolduc-Gilbert pour parler d'outils, de concepts techniques, mais surtout de la philosophie derrière tout ça, du changement de mentalité dans les dernières années pour mieux intégrer en continu les enjeux de sécurité dans nos processus de développement. Je vous souhaite donc une bonne écoute. La sécurité n'a jamais été aussi présente dans le domaine du développement logiciel. Failles de sécurité dans les librairies, dépendance compromise dans la supply chain, réglementation de confidentialité des données, etc. Chez Mirego, tous ces enjeux-là font partie de nos préoccupations quotidiennes. Puis comme on développe, on maintient, on opère plusieurs projets en parallèle, ben ça ne peut pas scaler si tout est fait de façon manuelle. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, de la sécurité, mais de comment on peut amener l'automatisation dans tout ça. Comment la sécurité puis l'automatisation, ça peut nous aider à rendre nos codebases, nos outils et les produits qu'on bâtit encore plus sécuritaires. Donc j'ai avec moi deux membres de l'équipe de Mirego qui ont un intérêt fort et un penchant pour la sécurité. Jean-Philippe Couture, directeur support et évolution de produits. Bonjour. Et Joey Bolduc-Gilbert, développeur spécialiste DevOps. Bonjour. Yes. Donc, si on lance un peu la discussion et on regarde au niveau historique, là, je pense que ça a quand même beaucoup changé, ou quand même changé assez vite dans les dernières années. Qu'est-ce qui a changé au niveau de la sécurité? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est quoi les enjeux principaux présentement qu'il n'y avait peut-être pas là, 5 ans? Moi, je pense qu'en partie, c'est un peu une situation où est-ce que l'échelle de tout ce qui est sécurité a changé énormément. Là. Tu sais, il y a, je sais pas moi, 10 à 15 ans, c'était beaucoup plus, mettons, limité à, OK, on déploie un serveur, souvent physique, hébergé nous-mêmes, ou est-ce qu'il y avait des contraintes un peu plus, peut-être un peu plus faciles à comprendre, une seule personne qui puisse comprendre l'entièreté du système, versus maintenant, c'est beaucoup des solutions qui sont at scale, qui sont plus de variables, plus de compos, plus de moving parts impliqués. Est-ce que, mettons, quand tu parles de serveur physique, on dirait que moi, dans ma tête, quand je m'imagine ça, j'étais comme la sécurité dans ce temps-là, c'était j'ai réussi à rentrer sur le serveur en accès remote, puis boum, j'ai accès à tout. C'était ça, dans le fond, puis c'était protéger nos machines, nos serveurs. Là, on dirait qu'il y a plus de moving parts. Chaque moving part peut être ciblé. Là. C'est aussi tout ce qui est Internet des objets, tout ça, la quantité d'appareils connectés qui peuvent être finalement un vecteur d'attaque ou un vecteur de vulnérabilité est vraiment plus important, je pense. Là. C'est un des gros changements, si on veut, dans les dernières années je pense qu'il a bouleversé un peu l'industrie de la sécurité. En fait, je pense qu'une des conséquences de ça, c'est la démocratisation de la sécurité informatique. C'est l'augmentation constante de plusieurs facettes de notre vie qui devient uniquement numérique. Fait que de plus en plus de vecteurs de surface d'attaque qui sont exposés. Puis ton point est bon, là, Joey, avec il y a plus en plus de serveurs, il y a plus en plus de trucs. Fait que la prolifération des cyberattaques, les rançons logiciels, les phishing, les vishing, c'est tous des trucs qu'on entend de plus en plus parler dans les médias. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression que depuis les dernières années, la sécurité informatique est de plus en plus à l'avant-garde puis à l'avant-plan de nos vies dans le fond, puis de notre travail en tant que compagnie de service qui crée des produits puis qui opère des produits numériques. Fait que ça s'est démocratisé au niveau il y a plus de surface, plus de trucs, mais ça a aussi démocratisé le fait que quelqu'un qui pense, qui a une mauvaise intention, a encore plus l'embarras du choix, puis c'est encore plus difficile de tout couvrir ses angles en tant que quelqu'un qui a des choses à protéger, mettons. Ouais. OK. La bonne nouvelle dans ça, je pense que il y a aussi un côté positif à ça, là, le fait d'avoir souvent, mettons, la façon moderne de déployer des applications, ça va être sur le cloud, tout ça, ben ça permet aussi de partager les responsabilités de la sécurité des applications avec ton ou tes fournisseurs cloud. C'est un modèle qui est mis de l'avant par la plupart des fournisseurs cloud, de justement le principe de partager la responsabilité, où est-ce que toi, en tant que consommateur, tu t'occupes de la sécurité de tes affaires, entre guillemets, sécuriser tes machines, sécuriser l'accès à ce que tu déploies, mais la sécurité même autant du data center que de la mise à jour des systèmes d'exploitation, tout ça, ben, c'est comme... C'est ça, c'est comme un peu abstrait pour toi, puis eux te garantissent que c'est fait. Fait
dans la plupart des cas d'utilisation communs, c'est amplement suffisant de dire, OK, oui, Amazon s'en occupe, ou Microsoft, puis tu peux dormir la tête un peu plus tranquille que quand c'est toi qui est responsable de A à Z de faire tout ça. Et puis j'ai l'impression qu'en parallèle de ça, oui, il y a tu peux avoir moins de responsabilités au niveau infrastructure, mais j'ai l'impression que ça, il y a un shift aussi au niveau du code, de plus de dépendance dans nos projets, plus de il y a quelqu'un d'autre qui a écrit cette c'est un méga exemple, mais genre de librairie de cryptographie là, ou de librairie qui traite du user input, parfait, je vais m'en servir, quelqu'un l'a déjà fait, yes, mais turns out non, là ça devient un vecteur que t'as une surface d'attaque que tu contrôles pas, que tu connais même pas, là tu deviens quand même dépendance, c'est une dépendance de code, mais tu deviens dépendant de la qualité et de la sécurité de ces dépendances-là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir tout le temps en tête quand on déploie, quand on développe des applications, des produits numériques, c'est de s'assurer que c'est la responsabilité qu'on a en tant qu'organisation qui fait ça, de s'assurer que les dépendances qu'on importe, qu'on utilise dans notre code pour éviter de se répéter, de tout réinventer la roue à chaque fois, ben qui sont sécuritaires, puis qui restent sécuritaires, puis qui ont des bonnes pratiques. Par exemple, dans le cas, je sais pas, n'importe quelle validation de formulaire, ben qui sanitise l'information avant d'arriver pour éviter qu'il y ait du SQL injection ou whatever. Fait que c'est tout le temps notre responsabilité de s'assurer que ce qu'on importe est pas ou n'a pas de vulnérabilité connue quand on l'utilise. Mais c'est qu'en fait, le code qu'on importe devient notre code. Oui. Fait que autant qu'il faut garder ces bonnes pratiques-là puis garantir que ce code-là, justement, il est sécuritaire puis tout, ben une librairie que j'importe de NPM, boum, en une ligne, en une command line, ça devient mon code à moi, c'est moi qu'il faut qu'il maintienne, c'est moi qu'il faut qu'il s'assure qu'il est sécuritaire. C'est ça devient une responsabilité en tant qu'opérateur du produit. Après ça, de s'assurer qu'on n'importe pas quelque chose qui est pas sécuritaire. OK. Fait que donc, c'est là où ça nous place maintenant, en 2022, où est-ce qu'on est, on est dans ce monde-là. Puis, il y a plein de nouveaux termes qui sont apparus dans les dernières années, des shift left security, DevSecOps. Fait que là, on se retrouve un peu avec notre principe d'automatisation. C'est quoi le lien entre tout ça, là, l'intégration continue, le déploiement continu, le fait de merger développement, opération, puis là, on se rajoute un truc dans le milieu qui est sec, qui est sécurité. Comment ça vient d'où, ça? En fait, si on commence par le premier terme que tu as mentionné, le shift left security, ce que c'est essentiellement, c'est un concept qui est quand même très simple, là, c'est de faire les validations plus tôt dans le cycle de développement logiciel. Parce que si on se dit qu'on commence à faire des analyses de code ou des audits de code en fin de mandat ou juste avant d'aller en production, si on trouve des problèmes où il y a des problèmes qui sont rapportés par rapport à ça, ben ça coûte vraiment plus cher de retourner dans le codebase puis de les remodifier une fois que tout est complété. Fait que si on déplace cet exercice-là plus tôt dans le cycle de développement, on est capable d'attraper plus rapidement les mauvais patterns qui peuvent être soulevés, les librairies qui peuvent être, mettons, vulnérables ou quand même. Fait que c'est ça le shift left security, c'est de faire ça plus rapidement dans le cycle de développement. C'est un peu parallèle avec d'autres disciplines. Tu sais, mettons, l'assurance qualité ou d'écrire des tests automatisés le plus tôt possible, tu vas le faire. Tu sais, fait que dans le fond, c'est d'enlever un peu ce côté waterfall-là qui... bon, ok, parfait, mon produit il est prêt à être lancé en production, je vais faire un premier bêta test, tout. Ok, hey, cool, sécurité, c'est-tu sécuritaire de se poser cette question-là à la fin? Probablement déjà trop tard, c'est pas... C'est mieux que rien. Oui, I guess. C'est mieux que voilà, c'est l'étape juste après, rien faire, mais c'est pas du tout efficace, il y a vraiment des manières plus optimales de faire ça. Oui. Puis, probablement que plus c'est tôt, plus c'est à gauche, plus c'est au début du process, ou en fait, plus c'est pas de... je pense que tu m'as déjà dit ça, JP, mais tu sais, c'est pas de complètement la mettre au début. C'est pas de la transférer, c'est pas switcher left. C'est de l'amener le plus à gauche possible, puis que tout le temps, elle soit là dans ton flow. Et non juste en clair au début. C'est sécuritaire, là. Conceptuellement, notre schema de DB ou notre schéma de type, il est sécuritaire. Cool, parfait. On repense à la sécurité. Non, c'est de tout le long de le faire. Non, puis c'est ça. Puis c'est un peu ça le concept de DevSecOps, c'est de tout le temps avoir la sécurité à l'esprit quand on développe. C'est d'utiliser des bons patterns, c'est d'utiliser des bonnes façons de faire pour s'assurer que, ultimement, le produit est sécuritaire en bout de ligne. OK. Comment on amène l'automatisation dans tout ça? Là, on parle de process, qui, bon, là, c'est peut-être, il y a un peu plus d'humains impliqués. Comment est-ce c'est quoi l'intégration dans des processus d'intégration continue, de déploiement, de delivery en continu? Comment est-ce qu'on peut amener cette philosophie-là de DevSecOps, de shift left security, mais par rapport à l'automatisation? Rendre ça moins manuel.
Ben, essentiellement, ce que ça peut faire, c'est que, justement, si on déplace ça par la gauche, puis qu'on pense avec un continuous delivery, continuous integration, c'est, mettons, hypothétiquement, à chaque fois qu'on merge du code sur une base, ben, ça déclenche un processus automatisé qui va faire, probablement, tu sais, mettons, hypothétiquement, de l'analyse du code, de l'analyse statique du code, qui va nous dire directement d'emblée s'il trouve des problèmes. Fait que ce que ça fait, c'est aussitôt que tu merges une partie de code, ben, t'es déjà averti qu'il y a potentiellement un problème avec ce code-là, puis t'es capable d'y revenir rapidement avant de potentiellement merger cette pull request-là dans la branche de développement. Fait que tu sais, en disant, j'automatise le scan, j'automatise l'analyse, puis l'analyse du statique du code, ben, je suis capable de dire, OK, les patterns qui sont plus spécifiques puis plus dangereux, en guillemets, ben, ils me sont communiqués plus tôt dans le processus. OK. C'est juste un exemple. Y a d'autres exemples? Mettons, d'analyse régulière du code, il y a souvent moyen que ça soit... oui, dans le cas d'automatisation, il y a plusieurs concepts que tu peux pousser, puis à l'extrême beaucoup. Là, on parle de, mettons, l'analyse statique du code qui est aussi connu sur le nom de SAST, qui est Static Application Security Testing, qui fait l'analyse du code en tant que tel pour déterminer s'il y a des patterns dangereux ou potentiellement dangereux. Mais tu sais, tu peux pousser un extrême un peu plus grand. Tu sais, genre, le concept d'infrastructure as code, il existe la possibilité de, tu sais, mettons, tu déploies avec Terraform ou Terraform même, ben, t'es capable de dire après ça, j'automatise mon scan, mon analyse de fichiers Terraform avec des trucs comme Trivy ou des trucs comme TFSec, par Aqua Security, qui s'assurent que tu sais, que les bonnes permissions soient données, que tu roules pas ton truc en route sur le serveur, que, tu sais, il y a plusieurs bons contextes qui sont automatiquement, qui peuvent être automatisés quand tu l'intègres dans l'automatisation. Pour s'assurer que qu'est-ce qui est, mettons, les bonnes pratiques, que à quelque part, il y a quelqu'un qui a pensé à des bonnes pratiques. Qu'il y a rien qui passe, là. C'est ça, puis que ces flags-là te sont raisés. Ouais, puis tu sais, une fois que t'as déployé dans un environnement, mettons, contrôlé, genre de staging ou de QA, ben tu peux après ça partir avec du scan automatisé à intervalles réguliers, de scanner l'application en termes de, pas scanner le code, mais en termes d'un attaquant potentiel. Fait que tu sais, t'es comme ça, c'est du DAST, c'est du Dynamic Application Security Testing, puis c'est genre des outils comme Nessus, puis des affaires de Nuclei, que t'es capable de dire, OK, ben, toutes les vulnérabilités qui sont connues, ils vont automatiquement les essayer sur mon application, puis automatiquement mes communiquer, puis je peux prendre action pas mal plus rapidement que d'attendre que ça arrive en production, puis que là c'est plus difficile, puis c'est plus coûteux de dire, OK, ben là, je vais réagir à, c'est rendu en production, j'ai été alerté qu'il y a un problème, on fait quelque chose par rapport à ça. Faire un peu l'avocat du diable, à quel point ça a de la valeur, ce scan-là? Est-ce qu'on trouve vraiment des vrais problèmes dans nos applications? Versus un test d'intrusion, de pénétration manuel, mettons, quelqu'un qui analyse, qui regarde le produit. C'est une bonne question, c'est intéressant. En fait, je pense que les deux sont complémentaires, ils sont pas nécessairement exclusifs. Je pense c'est un I, c'est pas un O. Oui, exactement, tout à fait. Parce que le test de pénétration, un pen test qu'on appelle, avec un Red Team, qui est dédié à ça, qui travaille spécifiquement pour essayer. Red Team? Red Team, ouais. Blue Team, Red Team, c'est juste... C'est une bonne question. Le Blue Team, c'est un concept c'est les defenders, c'est les personnes qui, dans une organisation, s'assurent de défendre des sécurités ou des assets informatiques. Puis le Red Team, c'est les méchants, mais c'est dans un contexte contrôlé. C'est l'équipe qui essaye de pénétrer les défenses, de passer au travers, puis de trouver des problèmes. Fait le concept de le DST puis le SAST, c'est de dire, ben, on le fait automatique, ça nous donne une partie de la réponse, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. L'idée, c'est de mettre l'emphase à intervalles un peu plus grand que à chaque fois que tu merges une pull request, de dire j'engage un pen tester, j'engage une red team qui dit OK, ben j'essaye de passer au travers des défenses, puis j'essaie de trouver des vulnérabilités. En fait, j'essaie de trouver des failles puis d'exploiter des vulnérabilités. Fait qu'en termes de parallèle, ton analogie, ça serait comparer, mettons, test automatisé, test unitaire de code d'intégration avec un vrai processus d'assurance qualité par des humains. Exactement. Fait à toutes les fois que tu merges en master, d'avoir, OK, quelqu'un en assurance qualité repasse au complet pis tout. Non, t'as le low-hanging fruit qui est les tests pass, test end-to-end, test unitaire, cool, ça passe. Mais après ça, avant de déployer, avant de mettre en production, avant de releaser, t'as quelqu'un qui s'assure. Ou même après, là. Ça peut être aussi en production en tant que tel. Là, parce que ce qui arrive aussi, c'est qu'on essaye de le faire dans un environnement contrôlé sécuritaire, par exemple QA ou un environnement spécifique pour ça. Mais c'est aussi pertinent de le faire en production parce que à moindre échelle, puis on n'essaye pas de faire briser les systèmes, mais de le faire dans l'environnement de production parce que ça représente ce que les utilisateurs vont voir
et aussi par la bande ce que les entités malveillantes pourraient avoir accès, versus l'environnement contrôlé, qui est un environnement qui est similaire à la production, mais qui est pas tout à fait la production. J'imagine aussi qu'on essaie de mettre assez d'emphase sur la sécurité, dépendamment de c'est quoi le degré de sensibilité du projet. Tu sais, un projet qui a beaucoup plus de données personnelles, des trucs du genre, ça faut faire plus attention. Pas que la sécurité est moins importante dans un projet, pas moi pour des loisirs, sauf que c'est moins critique si on veut, si jamais ça fonctionne pas ou peu importe. Exact. Tout à fait. Si on a besoin si on a 2 projets, puis il faut absolument en passer un ou l'autre, on va prioriser en conséquence selon la nature du projet puis les données qui sont conservées. Mais dans un monde idéal, la base... je pense que c'est un autre gros avantage de l'automatisation, de faire que le setup de base, d'automatiser des concepts de sécurité sont là par défaut dans des projets boilerplate, dans des trucs comme ça. Tu commences un projet, boum, t'as déjà un méchant bon chemin de fait, t'es encore left au début dans le projet. Là. Ça commence, tout est là. Tu peux te planter, mais tu vas te le faire dire rapidement parce que les processus automatiques sont là. OK. L'autre truc qu'on peut parler, c'est le reporting de vulnérabilité dans le truc ici, supply chain, dépendance, image, Docker, whatever. Là, comment est-ce que vous voyez ça? J'imagine que c'est complémentaire aussi à tout ça? Là? J'ai déjà eu une mauvaise expérience dans un ancien emploi d'un déploiement en prod qui a ramassé une dépendance de, je pense que c'était NPM, qui avait été spoofée, puis on s'est ramassé avec des publicités un peu illicites là, en production. Ouais. Puis heureusement, on l'a pogné très très rapidement, puis on a pu reverter, puis sans trop comprendre ce qui se passait, mais tu sais, on faisait des recherches, puis on était dans les premiers, si on se fie à Twitter, à flaguer le problème et à chercher là-dessus. Là. Fait que c'est arrivé évidemment un vendredi soir, donc le meilleur moment pour déboguer ce genre de problème-là. Fait que tu sais, c'est quelque chose que depuis, finalement, j'ai comme un peu plus sensible à dire, ok, oui, c'est bien beau, on utilise des librairies qui existent, des frameworks, tout ça, sauf que c'est comment on fait pour, oui, les garder à jour, mais aussi s'assurer que quand on fait les mises à jour, on ramasse pas genre des trucs qui sont problématiques. Puis, c'est un peu ça. Il existe plein de solutions différentes là. Par exemple, justement, je pense aussi que c'est un vecteur d'attaque qui s'est développé dans les dernières années, puis autant les NPM de ce monde et les autres outils qui font du packaging de librairies se sont améliorés là-dessus pour justement valider l'authenticité de ce que ça nous sert, mais encore presque à toutes les semaines, il y a des problèmes qui sont exposés là, où est-ce que des gens réussissent à se faire passer pour la personne qui finalement possède la librairie, publie une version un peu malveillante, souvent pas malveillante au premier coup d'œil, puis ensuite comme 2 mois plus tard, ben là ça sort, ok oui, tout ce que vous avez fait avec notre lib pendant 2 mois, ça a été... Ça c'est quand même dur à attraper, là. C'est bien beau de valider, mais tu sais, si de valider l'intégrité de ce que tu récupères, mettons d'NPM ou de NPM Registry ou des trucs comme ça, mais si la personne, l'entité malveillante personnifie le créateur ou le maintainer, ben là, c'est comme, faut absolument que tu ailles plus loin que, en fait, là, rendu là, c'est la communauté, faut se fier à ce que la communauté est capable de rapporter, puis comment la communauté collabore ensemble pour rapporter des trucs. Je sais que GitHub ont un gros push ces temps-ci, ils sont au niveau de la sécurité, c'est quand même très, très, très important. Puis il y a ils font beaucoup de travail maintenant, il y a les CVE qui est les vulnérabilités qui sont connues, qui sont déclarées, mais GitHub en ont pris une partie de leur côté aussi. Puis ils ont les GHA, qui est les GitHub Advisories, qui donne la possibilité aux maintainers ou aux équipes de maintainers de ces librairies-là de dire, OK, ben, la version, mettons, 1.2 de telle librairie, elle est déclarée comme étant vulnérable à quelque chose, c'est pas la bonne affaire. Fait puis c'est automatiquement propagé dans tout le reste de la communauté. Puis ce qui arrive avec ça, c'est que si on revient avec des outils comme un peu Dependabot ou des outils comme Mix Audit, puis NPM Audit, Bundle Audit, des affaires de même, sont après ça, les dépendances, si on les roule constamment, puis ça revient un peu avec l'automatisation. Si on roulait, c'est Dependabot est automatiquement, il nous déclare automatiquement des problèmes de ce genre-là. Mais si on roulait des NPM Audit, des Mix Audit dans nos outils d'automatisation, on pourrait être alerté que la librairie 1.2 elle est compromise, c'est pas la bonne version. L'enlever le plus rapidement possible, puis l'upgrader à la 1.3 ou la prochaine version qui est safe. Fait que, tu sais, c'est rendu là que c'est la communauté qu'il faut qu'ils travaillent ensemble pour être capable de se tenir puis de grandir par rapport à ça. Ça aussi que je pense que c'est une responsabilité
tous les développeurs, c'est pas la responsabilité du responsable de la sécurité dans une équipe là, de s'occuper de ça, mais je pense que c'est vraiment une responsabilité collective de tous les gens qui travaillent sur un produit, d'être conscient de ces différents enjeux-là, puis de prendre action ou au moins élever un drapeau si jamais c'est quelque chose que la personne se sent pas outillée, de dire ok, je vais le régler tout ça, ben, au moins demander de l'aide, dire hey, j'ai vu passer telle affaire, est-ce que ça s'applique à notre projet, est-ce qu'il faut prendre action, tu sais. Faut pas dire ok, oui, moi je fais mon truc, je veux ouvrir ma pull request pour passer ma story dans Jira puis passer à autre chose, puis tu sais, être un peu avoir le mindset des ailleurs, moi j'écris du code, je fais ma feature, après ça j'ai une dépendance là, c'est supposé marcher, puis ça me concerne pas, puis genre c'est pas mon problème, c'est pas ma responsabilité, c'est comme la pire phrase à entendre, c'est tout à fait. C'est ça. OK. Souvent en plus c'est beaucoup plus facile quand on pogne le problème plus tôt que tard, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, mais c'est comme tout dans le cycle de développement d'un produit, plus tu fais des changements tôt, plus c'est facile, moins ça coûte cher, moins tu as de points de friction. Puis plus tu as un ownership aussi d'équipe dans le projet, comme on dit, d'avoir ce mindset-là de je sais pas, mettons, DevSecOps, c'est quand même un cool terme, là, de justement, je fais du dev, oui, la sécurité, c'est l'affaire d'un peu de tout le monde, l'opération, comment ça se comporte en production, parce que comment, ça marchait en dev, ça marche en QA, ça a passé, c'est rendu en prod, après ça, rendu là, moi, c'est pas moi qui l'opère, comme non, c'est pas toi qui es une des meilleures personnes pour le comprendre. Je veux juste revenir sur un truc, JP, que tu disais, les trucs de advisory de GitHub, tu dis les gens de delivery peuvent reporter à moi mais sinon, l'alternative à ça, c'est quoi? C'est de faire les démarches pour ouvrir un CVI, puis c'est vraiment plus complexe, plus en fait, c'est un sujet intéressant. Le GitHub, ce que ça permet, c'est ultimement, j'utilise un terme que tantôt, ça démocratise la façon de créer des vulnérabilités puis des déclarations de vulnérabilité. GitHub sont une organisation qui ont la façon que ça marche, les CVI, c'est il y a des numéros qui sont attribués à plusieurs organisations connues. Puis quand tu rapportes des trucs GitHub, il y en a un range, si tu veux. Okay. Puis quand tu maintiens à cette heure dans GitHub, tu es capable de dire je maintiens une librairie, puis on a découvert, ou quelqu'un m'a rapporté qu'il avait découvert un truc, j'ai validé, et il y a vraiment une vulnérabilité dans une de mes versions. Tu peux, avec l'interface de GitHub, dire il y a une vulnérabilité dans cette version-là, puis ça s'en va automatiquement dans les GHA. Puis après ça, tu peux l'escalader aussi, puis tu peux l'envoyer au CVI. Ça peut être aller jusque-là. OK. Mais fait que, comme tu dis, ça démocratise dans l'interface familière de GitHub. Tu peux rapporter. Je suis dans mon projet, là, je la vois, la ligne de code, là, où la version est là, la release, je la marque comme étant. OK, c'est hot, ça. Fait que c'est ça. Puis encore là, tu sais, on s'entend que GitHub est quand même central à beaucoup de développement logiciel qui se passe sur la planète. Fait que tu sais, le fait qu'il ait démocratisé ça donne l'outil à plus de monde d'être capable de. Puis tu sais, on s'entend que ça pouvait avoir l'air un peu effrayant ou intimidant de dire j'ai trouvé une vulnérabilité, je parle à qui, j'écris à qui, comment je la déclare, comment ça marche. Mais là, avec GitHub, c'est quand même assez simple de dire OK, ben j'en déclare une, je le fais, puis ça se passe vite, puis tout le monde le suit rapidement. Fait que c'est intéressant. Tantôt, on disait c'est rendu plus répandu, plus de surface d'attaque, plus de tout, mais il y a ça, mettons, la Red Team est rendue plus, ont plus d'options, mais pour ça, les gens qui sont les good guys, les good girls, qu'il faut qu'ils défendent ça, ben c'est, OK, on se ramasse avec plus d'outils pour que ce soit encore plus facile. Puis, ben justement, avec des trucs comme Dependable, comme des trucs de command line d'audit, qui, OK, à tous les jours, je vais rouler cette commande en disant, dans toute ma liste de dépendances, là, en fait, ça analyse pas les dépendances, ça analyse après ça les reports de la communauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit que la version de tel package, la version 1.3, est vulnérable? Non, parfait, continue de raise spotlight, tout est beau. Exact, c'est quand même assez, c'est pas super smart, là. Ça fait juste dire, pour la version de ta librairie 1.2, y a-t-il une vulnérabilité, oui ou non? Si c'est non, il passe à l'autre. Puis si c'est oui, ben, il fait juste la flaguer dépendamment du niveau de sévérité qui est déclaré dans cette vulnérabilité. C'est ça, puis ça te garantit pas que ta chaîne de dépendance est sécuritaire. Ça te garantit qu'il n'y a pas eu de report public par rapport à cette chaîne. Exact. Au même titre que, puis c'est un autre bon point, des zero day, il y en a plein, il y en a utilisation, il y en a des zero day, c'est des failles qui sont activement exploitées mais qui sont pas connues des manufacturiers. Fait il y en a plein en utilisation de nos jours qu'on sait pas, puis qu'on saura probablement jamais pour plusieurs raisons. Mais puis tu sais, c'est pas moi qui les garde pour moi là, T'en as quelques-unes. C'est les entités malveillantes qui les gardent pour eux autres, puis pour leurs fins, puis pour leurs objectifs personnels ou d'État ou whatever. Mais tu sais, souvent ce qui arrive, c'est que quand il y en a une qui est rapportée, là, elle est communiquée, mais tant qu'elle n'est pas rapportée ou découverte par quelqu'un d'autre par hasard, ben on le sait pas, puis ça se passe là. Ça, c'est quand même épeurant, entre guillemets, là, de dire, OK, mettons, quand il y a une 0-2 qui sort, la minute d'après, t'es comme, OK, ça fait-tu
6 mois que mon logiciel qui est en production est exploité avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux données que je croyais? Tout était beau, là, ma build était verte, ça passait, puis là, oups, là, non, finalement. En fait, c'est quand même intéressant. Ça fait un parallèle avec, vous avez probablement entendu parler du SolarWinds Attack, qui est essentiellement ce qui est arrivé, c'est que ils ont justement compromis la chaîne de Supply Security Chain, Security Supply Chain. Essentiellement, ce qu'ils faisaient, c'est que avec la mise à jour du logiciel Orion, il avait inclus un bout de code malveillant qui était automatiquement distribué dans toutes les mises à jour de ce logiciel-là, sur tous les systèmes pour tous les 18 000 clients de la compagnie. Fait que tu sais, puis activement encore aujourd'hui, il y a encore, ils ont pas tout cleané, puis ils savent pas c'est qui a parti ça, c'est pas encore connu à 100%. Fait que tu sais, oui, il y en a activement exploité présentement, mais je pense que l'idée là de ça, puis la bonne affaire là-dedans, c'est qu'on est capable de faire une différence à notre échelle, puis de continuer de rester vigilant pour continuer de contrer ces entités malveillantes-là pour dire, OK, ben, je fais du code plus sécuritaire, je m'assure que ce que je produis ou ce qui est en production de mes trucs, que j'ai du contrôle et sécuritaire le plus possible. Puis, ben, c'est ça, c'est tout le temps d'y aller, c'est tout le temps un jeu du chat et de la souris, là. Parce qu'en fait, ça, c'est, maintenant, il y a un maximum de choses que tu peux faire. Exact. À moins de revirer en security research, puis là, on va les trouver, ces failles-là. Là. Parce qu'à un moment donné, mettons juste l'autre exemple avec Log4j, le logger dans Java. C'est comme, OK, c'est sorti, c'est ultra populaire, c'était partout sur le net, on le sait que ça fait, OK, good, là, ça part à, là, nous, on n'a pas tant de trucs en Java, puis pas tant de trucs qui utilisaient ça, fait que good, OK, c'est pas super, mais fait que présentement, aujourd'hui, alors on se parle, il y en a encore des milliers de Log4j qui n'ont pas été updatés, là. Ouais. C'est fou, là. Fait que non, c'est de se dire, quand on l'apprend, c'est d'être proactif, puis que quand on l'apprend, OK, on se revire de bord, on met tout sur pause, vite, il faut réagir. Ouais. Mais après ça, rendu là, faut comme attendre. Parce que, puis quand tu te compares avec d'autres, tu te dis, OK, il y en a d'autres, il y a des trucs qui sont abandonnés, des trucs qui ont pas ce care-là, fait qui peuvent même pas profiter du fait que non, c'est connu, c'est fixé, il y a des quick fix que tu peux faire, puis même ça, il y en a qui le font pas. Là. Ouais. C'est quand même un peu. Ça aussi, c'était pareil. Je pense qu'une réalité, c'est qu'il va toujours en avoir des vulnérabilités dans les différents produits. Là, tu sais, nécessairement, c'est même pas une question que l'humain fait des erreurs, là, mais tu sais, les gens malveillants ont juste besoin de trouver une faille, tandis que la personne en charge de la sécurité ou les personnes en charge de la sécurité doivent protéger à peu près tous les axes de tous les côtés. Fait que, tu sais, nécessairement, il va y avoir un trou. Fait que, l'idée, c'est aussi d'être proactif, de minimiser, de colmater les brèches quand il y en a, d'être vigilant. C'est un peu un mélange de tout ça, finalement. Mais c'est de connaître, c'est ça, c'est un bon point. Fait que, dans le fond, c'est connaître. Donc, comme première, connaître les surfaces d'attaque possibles, puis après ça, s'il y a moyen d'enlever 50%, OK, faisons-le, là, tu sais, jamais de moins exposer de trucs publiquement sur Internet, tu sais, mais il y a en fait, c'est ça, c'est exactement le principe du least privilege. Ouais. C'est de dire le moins de surfaces d'attaque possible. Plus que tu réduis les surfaces d'attaque, si jamais tu as une brèche, ben l'impact est le moins important possible. Fait que tu sais, Joey a raison là-dedans, là, ça pourra jamais être 100%, mais on peut rester vigilant, puis on doit rester vigilant, puis être défensif. En adoptant une approche défensive, envers les produits numériques qu'on crée chez Mirego, faut avoir la mentalité, puis changer la façon en fait, adapter la façon qu'on travaille pour pouvoir avoir de quoi qui est sécuritaire le plus possible en tout temps. Puis, si on regarde, là, on en parle un peu, là, dans le futur, il n'y aura pas maintenant parfait. Le concept de sécurité n'existe plus. Il n'y a plus de méchants. C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les prochains défis? Ou vous, c'est quoi, mettons, par rapport au futur? Là? Le futur du DevSecOps, de la sécurité, de la cybersécurité, le fameux préfixe cyber. Qu'est-ce que vous voyez? Vous autres, c'est quoi votre perspective par rapport à ça? Moi, c'est drôle, mais on dirait que le gros problème que je vois, c'est le problème humain. Il y a toujours un humain impliqué en termes de soit l'utilisateur ou les gens, au lieu d'attaquer les systèmes informatiques, ils vont attaquer les humains parce que l'humain, nécessairement, peut-être moins à jour ou il connaît moins de choses en tant qu'individu. Fait que, ça va être un problème très, très difficile à adresser avec des outils automatisés. Là, c'est beaucoup plus une question d'éducation, une question de sensibilisation. C'est des attaques de type courriel de phishing, par exemple. Ils ont beaucoup évolué dans les 10 dernières années. Là. On n'est plus à l'époque où est-ce que c'est un prince qui vit au Rwanda. Ça, c'est comme connu. Là. C'est ça, mais pas mal sûr qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a envoyé de l'argent à un prince pour un héritage. Assurément, mais tu sais, je pense que c'est
les scénarios sont beaucoup moins farfelus, puis genre ça doit fonctionner encore, parce que nécessairement, il envoie des courriels, donc il y a des gens qui se font attraper. Là. En fait, oui, c'est ça, c'est exactement. Puis je pense que dans le futur, tu sais, notre rôle, je l'ai dit tantôt, mais c'est d'être vigilant puis d'adopter une approche défensive avec tout ce qu'on peut créer comme produit, puis ce qu'on opère comme produit pour nos clients et partenaires. Tu sais, c'est aussi de mon point de vue au niveau de l'organisation, c'est de mettre en place des initiatives internes comme des security champions pour aider à guider l'équipe, pour aider à faire évoluer les mentalités puis s'assurer qu'on a toujours la sécurité excusez l'expression, de faire on top of minds, pour dire qu'on l'a toujours en tête, proche on sait toujours ce qu'on est en train de travailler là-dessus, puis c'est de rejoindre peut-être des initiatives plus globales comme des security.txt quand il y a quelque chose qui est trouvé dans un de nos produits, qui a des références, puis que le monde sache, bon ben ok, on est capable de contacter les bonnes personnes chez Mirago, puis on est capable de dire, faire un suivi, tu sais, puis ça revient aussi un peu avec la collaboration dans le domaine, c'est la clé du succès, je pense, là, c'est participer à la communauté de façon importante, de collaborer, puis de se communiquer les affaires qui est en lien avec ça pour partager, puis tu sais, on grandit en tant que communauté. Mettons qu'on revient avec les analogies Blue Team, Red Team, là, on est les good guys contre les entités malveillantes potentielles. Tenons-nous entre nous, puis essayons de travailler ensemble. Fait que c'est intéressant, dans le fond, quand tu dis approche défensive, moi ça se transforme en faire le plus possible qui est possible de faire. Puis c'est ça, en se disant qu'on fait la bonne chose, puis que en étant proactif, puis pas en attendant, pas en étant passif, là, pas en étant attendons de m'amener GitHub va nous envoyer ou NPM va nous envoyer un courriel. Bon, votre package, l'affaire a été compromis. On a remarqué que vous utilisez cette lib-là qui est vulnérable depuis un mois. Maintenant, faut que tu sois on top of your game. Là. Exact. Cool. Un des trucs aussi qu'on a moins jasé, c'est le côté friction dans la vie d'un ou une développeur. Là. Comment vous voyez ça, ce côté-là de genre, ça ajoute une petite lourdeur, une complexité de plus? Ben, c'est sûr que c'est des étapes de plus, c'est, comment dire, un exemple, on parlait de limiter les accès au système de production, tout ça, nécessairement ça rajoute de la friction dans, ok, oui, moi je veux faire quelque chose, puis là, ça me prend un mot de passe différent, faut que je me connecte via une instance Bastion, par SSH, etc. Fait que tu sais, je pense pas qu'il faut voir ça comme, ok, oui, ça crée de la friction, parce que oui, nécessairement, il y a plus d'étapes, mais c'est aussi une question de... faut comprendre pourquoi on fait ça, voir les avantages, puis l'autre côté à ça, c'est aussi, bon, cette friction-là, elle existe, il y a des bonnes raisons d'avoir des étapes supplémentaires, comment on fait pour la réduire le plus possible? Fait que ça passe entre autres par l'automatisation. Si j'ai besoin de me connecter par VPN pour avoir le droit de me connecter sur une instance, ben, tu sais, rendons ça facile entre guillemets pour quelqu'un qui a déjà les accès, tu sais, rendons ça un script qui est facile à installer, pas besoin de passer par 8 étapes pour dire, ok, oui, j'ouvre enfin mon tunnel SSH pour pouvoir rouler ma commande que je voulais rouler. Ouais. C'est une question, faut pas juste mettre des barrières, faut aussi aider les gens à ce que ça soit grave, finalement, travailler dans un environnement sécuritaire. Au niveau des permissions, c'est quand même intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est bien d'avoir un petit peu de friction pour éviter les erreurs, éviter les mauvaises manipulations. Ça se peut que ça se passe vite, que tu changes quelque chose dans l'interface ou en ligne de commande, puis là, tu réalises tout de suite après, c'est « Oups, je suis en prod, j'ai une drop. » Il n'y a rien qui m'a bloqué. C'est ça, ouais, exact. S'il n'y a pas assez de friction, des fois, des erreurs de manipulation en production peuvent arriver. Mais tu sais, pour faire un peu de millage là-dessus, là on parlait des permissions, mais si on dit la friction avec les développeuses au niveau du code en tant que tel, puis on parle de système automatisé, mais du static analysis tool, puis toutes les affaires de même, ben c'est le même principe qu'on fait des PR puis des pull requests pour faire du code review, pour s'assurer que notre code passe devant des yeux d'autres collègues quand on travaille. Ben, il faut le voir de la même façon. Les avantages qu'on a à attraper ces patterns-là pendant qu'on le fait, c'est ça. C'est tout le temps de voir le pour et le contre, puis je pense qu'il y a beaucoup de pour versus la friction que ça peut créer. Mais j'ai bien aimé ce que tu t'es aussi joué tantôt par rapport à ce pour-là, là, le côté éducation, le côté c'est important en tant que dev de savoir pourquoi on fait ça, d'être conscientisé à ça, même affaire, plus, encore une fois, comme tu dis, JP, par rapport au test automatisé, par rapport au linting, au formatting de code, si c'est juste ça peut être vu, tout ça peut être vu comme de la friction. Mais non, on le voit pas comme de la friction parce qu'on comprend qu'est-ce que ça amène. Test unitaire, ben ok, I guess que ça va me faire écrire moins de bugs. Être conscient plus de la sécurité des trucs. Ah, ben là, court terme,
peut-être pas que ça a un impact, mais non, l'impact, faut que tu le comprennes, tu le vois à long terme de un produit de qualité. Oui, c'est du beau code, oui, c'est un bon produit final, un bon end result final, mais la sécurité, c'est pas quelque chose qui est tangible tant que ça devient pas un major issue, là. Ouais. En terminant, messieurs, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un dans une équipe de dev qui veut en faire plus par rapport à la sécurité, ce serait quoi? Moi, je dirais de faire attention aux détails, puis prendre le temps de comprendre là, qu'est-ce qui se passe. Quand je dis ça, j'ai en tête là, le processus de développement normal, là, installer les dépendances du projet, compiler le projet, l'exécuter, rouler les tests, tout ça. Ça produit un très grand volume de messages généralement, de logs, tout ça. Puis il y a souvent des informations très pertinentes qui sont comme noyées dans la masse de messages un peu inutiles. Puis tu sais, c'est facile de dire, OK, oui, bon, il y a du orange, c'est pas grave, on passe à autre chose. Il a toujours été là, ce message-là. Il était là quand je suis le projet, je suis pas moi de le fixer. Ouais. Tu sais, c'est... Concrètement, si on prend pas un peu de recul, et dire, OK, oui, mais genre, peut-être qu'il y a certains... Genre, désactivons ce qui est pas utile, puis gardons ce qui est utile, comme ça, si jamais il y a quelque chose de pertinent qui arrive, ben ça va être beaucoup plus facile de le remarquer puis de prendre action. Là. Versus un projet où est-ce qu'il y a 800 messages, ben là, s'il y en a 801, ça va être très, très peu probable que quelqu'un le remarque. C'est une action, genre, je pense qu'on peut faire à tous les jours, puis à mesure c'est la bonne que hygiène de projet, c'est la bonne maintenance, de justement porter toujours attention puis garder ça clean. Là. Parce que les outils automatiques sont bons, c'est juste que ça prend un humain qui prend une action, puis ils corrigeront pas ton code à ta place. Là. Ouais. Moi, j'en ai deux, ça parle d'outils automatiques. Fait expérimentez avec des outils comme CodeQL, Sobilo ou Breakman qui vont analyser votre code puis vous donner des conseils pour améliorer divers patterns. Ça coûte pas cher à essayer, puis au pire, vous avez des bons conseils. Le deuxième, c'est activer Dependabot sur vos projets. Et, ayez toujours les dépendances que vous importez dans votre code à l'œil parce qu'une fois importé, c'est votre responsabilité. C'est bien dit ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci. À la prochaine. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag MiregoDevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.